Bonjour, je m'appelle Emmanuel Chansou, je suis le directeur exécutif du réseau GESAT, qui est le premier réseau national du secteur protégé adapté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le réseau, son rôle, son activité? Alors le secteur protégé adapté, tout d'abord, il regroupe les 2000 ESAT et EA en France. Les ESAT s'appelaient avant les CAT, les Centres d'aide par le travail. Ils ont changé de nom en 2005, ils s'appellent maintenant les ESAT. Il y en a 1400 qui emploient 115 000 personnes en situation de handicap. À côté, il y a 600 entreprises adaptées qui s'appelaient avant des ateliers protégés et qui emploient, elles, 25 000 personnes. Une entreprise adaptée, qu'est-ce que c'est? Alors une entreprise adaptée, à la différence d'un ESAT, c'est une structure dans laquelle on applique intégralement le code du travail. En ESAT, on applique un code plus protecteur, qui est le code de la santé de la famille. On va appliquer de façon partielle le code du travail. Ça veut dire que dans votre propre entreprise, vous montrez l'exemple? Alors, c'est un petit peu différent ça. D'abord, j'essaie de faire mon métier qui est compliqué. Le réseau GESAT, c'est une association qui a été créée il y a 30 ans et qui a 3 missions principales. La première, c'est de faire la promotion de ce secteur que je viens de vous décrire, qui est complexe parce qu'il a changé de nom et parce qu'il y a des idées très reçues sur les ESAT et les EA. Le deuxième métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur relation avec ce secteur. C'est-à-dire d'aider les entreprises à mieux connaître ces structures et à mieux travailler avec elles. Et enfin, la troisième mission, qui est beaucoup plus complexe encore, c'est d'accompagner ce secteur dans ses mutations. C'est-à-dire faire des mutations qui lui permettent de mieux répondre aux demandes des entreprises, qui évoluent vers plus de tertiaires, tout en respectant leur vocation médico-sociale. Donc ça fait un métier un petit peu complexe. Pour cela, j'ai une équipe de 15 personnes et parmi ces 15 personnes, il y a 2 personnes en situation de handicap. Une en emploi direct et une mise à disposition par une entreprise adaptée. Alors ça, est-ce que ça, vous rentrez dans les 6% les associations doivent employer 6% de personnes handicapées? Les associations doivent employer 6%. Donc moi, vous avez compris qu'avec 2 sur 15, je suis naturellement au-delà de 6%. Alors les chiffres que nous avons à l'heure actuelle qui ont été faits, qui ont été obtenus grâce à l'étude d'UNIFAF, montrent que grosso modo, les associations ne sont qu'à un taux de 2,3%. Donc ça veut dire qu'elles sont encore loin des 6%. Donc il y a un vaste champ pour elles, pour leur permettre de développer au-delà de l'emploi direct, l'emploi indirect. Car la loi permet bien aux employeurs de remplir leur obligation d'emploi de personnes en situation de handicap de 2 manières. En emploi direct, en employant directement une personne en situation de handicap, ou en emploi indirect, en travaillant avec un ESAT ou une EA. C'est-à-dire que la prestation d'impression, la prestation de mailing routage, la prestation de vidéo que je vais confier à une entreprise adaptée ou à un ESAT va être transformée en équivalence d'emploi de personnes en situation de handicap. Et pourquoi ce taux est si bas? Alors ce taux est assez bas parce que le handicap c'est compliqué. D'abord il y a des idées reçues en interne, même dans le milieu associatif. On peut travailler dans l'économie sociale, on peut travailler dans le milieu associatif et avoir quand même beaucoup de difficultés à recruter les personnes en situation de handicap. Parce qu'on pense toujours que les métiers sont éloignés des compétences de ces personnes-là. Je vais prendre un exemple, les grands assureurs, les grandes banques, qu'ils soient mutualistes ou pas d'ailleurs, ont dès lors discuté en interne pour expliquer qu'au guichet, en front office, on peut mettre une personne en situation de handicap et qu'on n'est pas obligé de la mettre obligatoirement en back office. Donc c'est un long travail, la diversité, la RSE, on en est uniquement au démarrage. Et c'est vrai que dans l'économie sociale en général, on doit pouvoir s'appuyer sur les valeurs mutualistes, sur les valeurs d'une économie différente, mais cela ne va pas de soi comme dans n'importe quelle entreprise. Sachez par exemple qu'une des entreprises les plus avancées en matière de handicap, c'est TF1. Alors que sur le papier, on pourrait croire que c'est une entreprise qui serait très éloignée de ces valeurs-là. En fait, elle est très avancée parce qu'elle a pris dès le début le pari de dire « je suis une entreprise globale ». Je suis une entreprise qui doit se montrer exemplaire sur tout le chantier de la diversité et du handicap notamment. Pour une entreprise mutualiste, elle est souvent très tournée vers ses adhérents, très tournée vers ses sociétaires. Et c'est souvent peut-être, à défaut, en dernier, qu'elle se tourne vers son propre univers, l'univers de l'économie sociale, son écosystème. Mais comment peut-on aider les entreprises et les associations à employer les handicapés? Alors elles ont un ensemble d'outils à leur disposition. Pour l'emploi direct, elles ont un outil très simple qui s'appelle Cap Emploi, elles ont l'AGFIP et elles ont le dispositif Alter. Et pour la sous-traitance au secteur protégé, elles ont l'outil que nous, au GESAT, on a mis en place depuis 30 ans,
qui est un site internet qui permet très simplement à une entreprise de trouver, grâce à un moteur de recherche, un ESAT ou une EA à proximité en fonction de son critère, c'est-à-dire en fonction du métier qu'il recherche. Et on travaille beaucoup aussi en accompagnement stratégique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va travailler avec la direction des achats pour identifier les métiers sur lesquels il est possible d'avoir des gains de sous-traitance au secteur protégé adapté. Mais on va aussi faire beaucoup de sensibilisation. Parce qu'une des problématiques du handicap en France, c'est que l'iconographie officielle de la chaise roulante a un peu masqué l'ensemble des autres handicaps. Or, le secteur protégé adapté, je vous ai dit tout à l'heure que quand on est en ESAT, on applique partiellement le Code du travail. Si on l'applique partiellement, c'est parce que la personne doit être protégée. Donc ce n'est pas seulement une personne en chaise roulante, c'est bien d'autres types de handicap. C'est à 30% du handicap de déficience. Ça peut être aussi de la déficience intellectuelle, de la déficience mentale, et puis c'est aussi du handicap social souvent. C'est-à-dire qu'une personne handicapée, qui est dans un milieu défavorisé, va se greffer dessus également une perte de repères sociaux, une déscolarisation. Les entreprises ou les associations sont-elles pénalisées si elles... Alors bien sûr, les entreprises qui n'atteignent pas le taux de 6% paient grosso modo une taxe à la GFIP qui est équivalente à 1500 fois le SMIC, fois les unités manquantes. Donc, pour une entreprise, je dirais, classique comme celles qui sont présentes sur ce salon ici, qui sont des grandes entreprises, je pense que souvent elles ont des taxes entre 50 000 et 100 000 euros. Alors qu'il leur suffirait de faire un petit effort pour déjà réduire de moitié le montant de cette taxe. Est-ce que l'association, c'est la structure idéale pour remplir autant de missions? Parce que finalement, vous avez pris effectivement un créneau qui est multiple. Et est-ce que l'association, normalement qui a un objet, vous êtes à la fois au four au moulin, comment vous faites? Alors c'est une belle question parce qu'on me la pose souvent. Moi je suis très fier de défendre un modèle économique qui repose à 0% de ces subventions publiques. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que le réseau GISAT c'est une association. L'intérêt de l'association c'est qu'on a une gouvernance partagée entre employeurs et représentants des ESAT et des EA. Donc dans mon conseil d'administration, il y a des représentants des employeurs, donc ils sont là pour co-construire avec le secteur protégé adapté des solutions. Donc ça c'est un des premiers atouts de l'association. Le deuxième atout de l'association, c'est qu'elle n'est pas obligée d'avoir des subventions publiques. Le réseau GISAT fonctionne intégralement comme une agence. C'est une agence conseil, donc qui est financée à 99% par de grandes entreprises. Nous estimons que les crédits publics doivent aller en priorité vers les bénéficiaires ultimes, qui sont les personnes handicapées, ou vers les ESAT et les EA pour les aider dans leur mutation. L'association, sa vertu, c'est le modèle de gouvernance. Alors de pouvoir associer différents partenaires pour faire en sorte qu'ils se parlent. Et puis c'est un mode de gouvernance qui est assez clair. Moi je dis souvent, j'ai un actionnariat associatif. C'est-à-dire que je remplis une mission qui n'est pas celle que je décide, mais qui est celle que décident les gens qui ont décidé de devenir adhérents actifs à cette association. Alors bien sûr, on remplit une mission beaucoup plus large que celle en direction de nos simples adhérents. Et pour cela, on s'adresse au pouvoir public. On travaille actuellement sur un projet d'être reconnu d'utilité publique, de manière justement à ce qu'au-delà de la légitimité de nos outils, rendez-vous compte, on a un site internet qui a un taux de visiteurs de 60 000 visiteurs uniques par mois, ce qui le place au 49e rang des sites techniques et professionnels en France. Donc ce qui dit bien son utilité, mais au-delà de ça, on voudrait travailler sur un autre modèle, un autre mode de relation avec les pouvoirs publics, tout en respectant les associations qui, elles, gèrent les ESAT et les EA. Et le modèle économique que je vous écris, ainsi que le modèle de gouvernance, il nous offre aussi un troisième avantage, c'est qu'il nous garantit notre indépendance. Nous sommes indépendants de la GFIP, indépendants du FIP, indépendants des pouvoirs publics, indépendants des grandes associations gestionnaires du secteur, qui, elles, ont d'autres priorités que celles simplement économiques qui sont les nôtres. Est-ce que des entreprises font appel à vous pour justement non seulement remplir leurs obligations légales en matière d'emploi de handicapés, mais aussi pour améliorer, pour faire de l'information et éventuellement pour adapter à la fois les tâches et en même temps peut-être les lieux pour favoriser l'emploi des handicapés? C'est le job essentiel que l'on remplit. C'est-à-dire qu'au-delà de notre mission de promotion, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation avec les entreprises. Les 8 et 9 novembre, on organise un salon au 104
qui s'appelle Oser nos compétences. Ce salon, il est destiné à un large public, il est destiné, on va dire, à des PME, à des associations, à des entreprises un peu éloignées du dispositif. Il y a des entreprises pour lesquelles on fait des salons internes. J'étais la semaine dernière avec un grand groupe mutualiste qui s'appelle le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, avec lequel on a organisé sur 2 jours un grand salon qui s'appelle Phare pour programme handicap et achat responsable, où on a travaillé justement sur les achats responsables, les achats durables et les achats solidaires avec le secteur protégé adapté. Donc je dirais que grosso modo, la moitié de notre activité, elle est tournée vers des actions en intra pour l'entreprise, des actions de conseil. En dehors des obligations légales dont vous avez parlé précédemment, quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles une entreprise devrait employer des handicapés? Je pense que la raison fondamentale, c'est qu'une entreprise doit être en accord avec son public et ses publics. Elle doit être en accord d'abord avec ses consommateurs, avec ses clients. Les clients, à l'heure actuelle, attendent une entreprise qu'elle soit socialement responsable. Socialement responsable, ça ne veut pas dire seulement avoir une belle note de notation extra-financière, type Vigéo ou autre. Ça veut dire aussi parler à ses clients, parler à son consommateur. Une entreprise, elle doit également parler à ses collaborateurs. Il faut que ces collaborateurs voient dans l'entreprise la vie de tous les jours. Si un de vos collaborateurs a une personne, un enfant handicapé ou un parent handicapé, il faut qu'il ait envie de voir que l'entreprise s'intéresse à la situation et la prend en compte. On s'aperçoit souvent que des salariés viennent voir la DRH le jour où elle met en place un plan handicap. Ils viennent voir en disant « Je suis content que vous fassiez ça parce que vous savez, j'osais pas le dire, j'ai un enfant handicapé ». Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est l'actionnaire. L'actionnaire, lui aussi, on le sait de plus en plus, au-delà de la rentabilité financière, il a besoin, c'est un mouvement profond, il a besoin de croire dans des entreprises qui portent des valeurs. Les entreprises qui perdureront, sont des entreprises qui auront des valeurs. Et je pense que le handicap fait partie, au même titre que la diversité, au même titre que le développement durable, fait partie de cette vaste politique de RSE qui permet à l'entreprise de durer. Qu'est-ce qu'un achat responsable pour une entreprise? Alors, un achat responsable, c'est un achat qui a plusieurs vertus. La première vertu, il faut qu'il ait une valeur ajoutée en termes de solidarité. Donc ça peut être un achat qui est tourné vers un pays du tiers-monde, vers une structure de l'insertion par l'économie ou vers ce que j'ai décrit tout à l'heure, un ESAT ou une EA. Mais il faut le combiner avec une deuxième vertu. Il faut, si possible, qu'on soit en cycle court. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que c'est vraiment utile de récupérer les ordinateurs, de les recycler et de les envoyer en Afrique? Moi, je ne pense pas. Parce que le trafic est généré, le bilan carbone est trop fort par rapport à la valeur de cet achat. Donc, un achat solidaire, c'est un achat qui va donc avoir un sens social, en même temps va être en cycle court, c'est-à-dire va avoir un bilan carbone maîtrisé et qui ait une valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est-à-dire que souvent, moi je préconise que les achats solidaires soient plutôt centrés sur le cœur de métier de l'entreprise. Ça veut dire qu'on soit dans un cercle vertueux de manière à ce que le métier lui-même de l'entreprise soit impacté et qu'on ne soit pas seulement à la marge. Impacté pour que justement l'actionnaire, les salariés, les consommateurs soient impactés par l'achat solidaire.